Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé sur le podcast et dont on parle finalement assez peu en marketing, c'est le replatforming. Si tu bosses dans une boîte tech, tu l'as probablement déjà vécu à un moment ou à un autre, ou en tout cas même côté client. Euh, Au bout d'un moment, la dette technique, elle s'accumule, ou alors il y a des évolutions technologiques comme on le vit actuellement qui viennent un peu tout bouleverser, ou bien encore il y a des fusions d'entreprises qui font qu'on va se poser des questions à un moment ou à un autre d'abandonner un ancien logiciel, redévelopper un nouveau, migrer les clients. Et tout ça, c'est des problématiques qui sont stratégiques pour l'entreprise, où le marketing, il peut être aux manettes ou spectateur. Donc, il y a des vrais enjeux autour de tout ça qui sont, comme je le disais, bon, bref, vraiment stratégiques. L'idée, du coup, de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on voit comment gérer ce processus de transition avec quelqu'un qui l'a vécu. Je suis avec Flora Wolfer, qui est CMO. Bonjour, Flora. Bonjour Axel. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. L'intro est un peu longue parce que, enfin, j'allais dire, c'est un sujet qui est à la fois complexe, je le disais, bon, je l'ai dit plein de fois, stratégique, et en même temps, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que, bah, on n'est pas dans les sujets d'acquisition, dont on aime bien parler côté marketing, sur la to-do. Et puis, là, c'est compliqué, il n'y a pas franchement de playbook non plus. Donc, c'est cool de pouvoir débriefer ça ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu en intro, s'il te plaît? Tout à fait. Donc moi j'ai une carrière de CMO plutôt dans la tech. J'ai passé 7 ans chez Payplug, qui est une solution de paiement par carte bancaire. Globalement, hein, tu payes sur un site e-commerce ou dans un magasin, tu as de fortes chances, sans le savoir, d'utiliser en fait la technologie de Payplug. Et comme tu le disais, chez Payplug, on est passé exactement dans cette problématique de se demander qu'est-ce qui se passe quand on doit remettre à niveau notre technologie. Et ça a été un moment très structurant pour moi en tant que CMO d'accompagner ce changement-là tout en maintenant la croissance. C'est un gros, je dirais que c'est un changement d'étiquette quand tu es CMO, parce que bah, tu le dis, tu passes du CMO qui vient apporter des leads à un CMO qui vient plus travailler sur un positionnement stratégique. Et c'était une belle expérience professionnelle. Ouais, bah écoute, justement, la transition est toute faite parce que du coup, ça va permettre de rentrer directement dans le sujet. Donc, ce sujet de replatforming, enfin, au final, c'est un sujet un peu product marketing et c'est Tout pour ça à que fait. c'est éminemment stratégique parce que tu as des enjeux de positionnement, de fonctionnalité. Bref, on va voir un petit peu tout ce que ça implique. Mais juste en intro, est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est un peu le replatforming, de quoi on parle et surtout à quels enjeux ça répondait dans ton contexte. Comment t'en es arrivé là, quoi, à se poser ces questions-là. Enfin, toi et l'entreprise en fait, parce que c'est un sujet Bien d'entreprise. sûr. Je pense que la question du replatforming, c'est quelque chose qui est assez large. Après, je vais revenir sur le cas concret de Payplug, mais ça devient en fait une réalité pour beaucoup d'entreprises, tout simplement parce que bah, la tech en général, c'est un secteur qui évolue extrêmement vite. Euh, il y a un peu cette notion de disruption permanente, c'est-à-dire que très rapidement, le concept de lever des fonds très très vite, d'aller construire des produits très rapidement, et alors avec l'intelligence artificielle, j'en parle même pas, fait qu'en fait très rapidement ton produit peut se retrouver dépassé. Euh, Simplement, ça c'est quelque chose que tu ne peux absolument pas dire sur le marché, encore une fois, parce que les codes du secteur prônent plutôt la mise en avant de l'innovation permanente. Sauf que l'innovation, finalement, elle a un coût. Et il y a souvent un trade-off à faire dans la tech qui est de savoir comment est-ce que tu trouves le bon équilibre entre éponger ta dette ou en tout cas faire évoluer la structure, enfin l'architecture de ton produit, donc la partie qui est en fait bien solide, les fondations, mais qui est vraiment pas sexy, qui est plus difficile à vendre pour attirer du newbies en fait, et tes fonctionnalités très marketable, qui sont celles qui vont te permettre d'obtenir de la visibilité, de l'attraction business, mais qui, si tu ne te concentres que sur cette partie-là, peuvent très vite te retrouver à être le CMO assis sur un château de cartes, et puis tu sens que tes fondations, elles sont un petit peu branlantes. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises dans le secteur qui ont une petite dizaine d'années et qui, en fait, sans jamais vouloir le dire, sont confrontées à cette problématique-là, qui est qu'est-ce que je fais de ma plateforme technique qui a accumulé un petit peu de dette, ou en tout cas qui est plus au plus gros standard du marché. Et qu'est-ce que je fais si j'ai un concurrent qui se construit de zéro dans les 6 prochains mois et qui, du coup, développe sur une architecture qui va lui permettre d'aller beaucoup plus vite que moi. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E.
faut avouer qu'au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient HIT, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes tes plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Donc ce trade-off, il est courant finalement. Il a été d'autant plus vrai chez nous, chez PayPlug, que tu rajoutes à cette évolution, je dirais, plus structurelle d'une technologie, le fait que beaucoup de marchés, le paiement en particulier, se consolide. Et donc la consolidation, ça passe souvent par des fusions et des acquisitions. Qui permettent en fait de passer un palier beaucoup plus vite en termes de clientèle, de technologie. Et je parle du paiement, mais franchement, ça pourrait fonctionner pour énormément d'autres secteurs. Et puis là, tu te retrouves à avoir acheté un asset technologique, un portefeuille client, mais aussi, tu as 2 plateformes qu'il va falloir combiner. Et il va falloir le faire rapidement, sans mettre en danger ton portefeuille, soit celui que tu avais déjà, soit celui que tu as racheté, et bien sûr en continuant à générer de l'attraction puisque le marché ne t'attend pas. Donc tu peux pas décider pendant 6 mois de dire ok c'est super, je vais ranger ma chambre, et puis je vais espérer que mes concurrents prennent pas trop d'avance pendant ce temps-là, quoi. Donc cette problématique-là, on l'a vécue exactement en ces termes, c'est-à-dire qu'en fait on a fusionné avec une autre fintech, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, développer notre asset technologique, développer notre portefeuille client, passer à une taille critique. Mais on s'est retrouvé en fait face à un petit précipice qui était, il va falloir faire de la transformation, aussi bien dans nos process de travail que et surtout sur notre tech. Et comment est-ce qu'on fait ça sans mettre à risque notre capacité à faire de la roadmap, à vendre des features qui attirent des nouveaux clients, et comment est-ce qu'on vend en fait ce nouveau produit dans ce nouveau contexte. Ouais. Effectivement, tu l'as dit, enfin, il y a plusieurs contextes dans lesquels ça arrive, mais c'est ça, c'est cette avancée technologique, enfin, c'est la vie un peu de tous les produits tech au final. C'est ce que tu dis, Exactement. quand ça fait 5, 6, 7, 8, 10 ans que tu es sur un marché, les technologies, elles ont évolué forcément, tu vois, c'est bête, mais là, tu as eu la grosse rupture entre tout ce qui était on-premise et puis le cloud, puis Ouais, après tu as complètement. les évolutions technologiques qu'il y a eu derrière qui font que au niveau de l'architecture produit, tu as des évolutions qui permettent d'être beaucoup plus performantes et puis même hors contexte, on va dire, fusion-acquisition et mélange de produits, ce sujet-là, il finit par arriver à un moment ou à un autre, quoi. Donc Tout toi, à fait. c'était dans ce contexte-là. Pardon, vas-y. C'est intéressant ce que tu dis sur le passage cloud on-premise parce que je trouve que c'est enfin dans l'autre sens, mais c'est un excellent exemple de casse-tête de CMO parce que ça se vend pas. Ouais, Ça se vend pas alors que pourtant ça a un intérêt évident, la disponibilité, la fiabilité de ton produit. Ça peut être aussi l'efficacité quand tu as des produits qui manipulent beaucoup de données. Ça a été notre cas aussi, on a fait cette migration-là. Et ça, typiquement, nous, à l'époque, on n'a jamais dit, tu vois, on s'est caché pour surtout s'assurer que personne s'en rende compte. Et en fait, pourtant, ça a des impacts sur la performance de ton produit. Et ça, en fait, ton premier réflexe en tant que CMO, c'est de te dire ah non, il faut que personne s'en rende compte et il faut que je trouve un moyen de vendre autre chose pendant ce temps-là. Et ça pose des problèmes vraiment de trade-off sur ta roadmap ensuite, quoi. Parce que si tu as 50% de tes équipes tech qui sont en train de gérer ce genre de migration, euh, en fait, pendant ce temps-là, t'es pas en train de build des features qui sont visibles par les clients. c'est clair. Et tu obligé de le faire à un moment ou à un autre parce que tu le dis, en fait, il y a des acteurs qui vont être natifs de ces technos-là et en fait, tu vas avoir des gros problèmes de perf. Au bout d'un moment, ça devient un standard où les clients vont le demander naturellement, quoi. Donc tu vas être obligé de le gérer à un moment ou à un autre, quoi. C'est exactement ça. Mais bref, du coup, toi, tu le disais, tu étais contexte fusion avec les problématiques que ça implique en termes d'orga et de coûts de gestion produit et de portefeuille. Euh, Quand tu es confronté à cette situation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu t'empares de ce sujet-là? Parce en fait, ça pourrait être après tous les deux CPO, ou CTO qui se mettent d'accord, tu vois. Enfin,
comment tu t'empares du sujet, quoi? Alors effectivement, je pense que le sujet est venu d'abord chez Payplug, il y avait un CPTO, il OK. avait les 2 casquettes. Voilà, comme ça, Il il se va parlait à lui-même. c'est Mais le sujet est évidemment venu de lui, c'est-à-dire que toute façon, enfin, au moment de la fusion, on savait que l'un des objectifs de la fusion, c'était quand même de combiner ouais, les 2 plateformes techniques. C'était des plateformes, il se trouvait que là, dans notre histoire à nous, en fait, une des fintech était cliente de l'autre, donc on avait déjà des liens quand même, OK. d'un point de vue technique, mais rien à voir avec le résultat final. Euh, et donc, il y avait pas vraiment de question, mais c'est vrai que le premier réflexe dans ces cas-là, il est nécessaire, c'est d'aborder ça d'un point de vue transfo, de se demander, d'un point de vue projet, je vais faire des matrices de passage, je vais lister toutes mes fonctionnalités, je vais lister les éléments marquants de mes architectures d'un côté et de l'autre, et puis je vais essayer de me dire, ok, je prends le meilleur à gauche, je prends le meilleur à droite, et puis après j'essaie de faire une combinatoire. Euh, donc le point de départ a été plutôt là. Donc ça a été un point de départ, ce que moi j'appelle très projet, tu vois, très Mmh. consultant en transfo, voilà. Et en fait, assez rapidement, côté business, donc côté client, côté marketing, côté sales, on a commencé à se dire, ah ouais, mais alors attends, parce que moi quand je regarde ton plan, je suis en train de me rendre compte que je sais pas ce qu'on va vendre pendant 2 ans, ou pendant un an, parce que là, tu vas en fait me reconstruire la même plateforme, certes un peu mieux, mais en tout cas la même plateforme. Et donc, comme tu as envie d'aller le plus vite possible, tu vas mettre toutes tes équipes dessus. Et en fait, je comprends. Mais donc, ça veut dire que tu es en train de me reconstruire un produit que je suis déjà en train de vendre. Et pendant ce temps-là, j'ai des concurrents qui font des releases tous les 6 mois, pardon, pour dire super, j'ai sorti la feature A, j'ai sorti la feature B, venez tous chez moi. Donc en fait, là, c'est un petit peu comme ça qu'on a réalisé qu'on était face au précipice en se disant, mais attends, comment on va faire en fait pour maintenir de l'actualité, de l'attention, de la présence commerciale dans un contexte comme celui-là. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, un deuxième élément, c'est que la fusion de ces 2 fintechs, elle nous poussait à nous questionner beaucoup sur notre cible. Et donc, on avait un mouvement qui se faisait un petit peu naturellement de par cette fusion, qui était d'augmenter en fait la taille de notre cible. Chez Payplug, on avait une cible historiquement très PME. Mmh. Et là, en fait, on arrivait sur un scope sur le marché qui allait de la PME au très très grand compte. Et on nous demandait, enfin en tout cas, on ouvrait un segment de marché qui était ce mid-market, tu vois, les ETI globalement, qu'on n'avait jamais adressé vraiment ni d'un côté ni de l'autre. Et donc là, on se disait, ok, il y a un marché qui est adressable, comment est-ce qu'on va le toucher? Donc là, il y avait une approche presque plus marketing classique qu'on pouvait faire, qui était de se dire, de toute façon, il y a un segment de marché qu'on n'adresse pas aujourd'hui, il va falloir qu'on se pose des questions sur notre positionnement. Mmh. La combinatoire des deux nous a un petit peu forcé à nous demander, enfin à revenir à des fondamentaux de qu'est-ce qu'on vend. Et là, assez vite, on s'est dit, on n'en sait rien. On n'en sait rien et en plus, on ne sait pas vraiment à quoi va ressembler le produit dans un an. Ouais. Donc tout à l'heure, je parlais un peu de précipice, mais ça a été un petit peu ça en tout cas, ça a été le wake-up call, tu vois. Ouais. Donc là, l'idée, c'était vraiment, encore une fois, de reposer les bases et aussi beaucoup, beaucoup rassurer les équipes, en particulier les sales et les account managers, mais Ouais. bien sûr aussi, globalement, à peu près tout le monde, se rassurer tous pour se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on va raconter quoi, pendant ce temps-là? Comment est-ce qu'on va maintenir nos objectifs de croissance? Voilà. Donc, et dans un contexte de fusion, c'est d'autant plus important qu'il faut apprendre à travailler ensemble, à se faire Ouais, en plus, c'est ça, tu confiance, à découvrir un des nouveau nouveaux monde. collègues, ouais. Mmh. Voilà. Mmh. Donc là, on s'est dit, bon, ok, il va falloir qu'on restabilise nos bases. Comment est-ce qu'on fait ça? Et la façon qu'on a eu de travailler, ça a été de se dire, peut-être qu'en fait, toute notre façon de travailler notre positionnement, notre packaging, on peut peut-être tout mettre à la poubelle et essayer de repartir de zéro, puisque c'est l'occasion en fait. Mmh. Donc essayons de transformer ça en une opportunité pour casser aussi notre dette marketing, j'ai envie de dire. Ouais. Tu vois, là où en fait, sans trop réfléchir, on avait tout le temps l'habitude de pitcher d'une certaine façon,
bah, peut-être que c'est le moment aussi de se remettre un petit peu en question. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé un cycle de travail pour refondre ce que nous, on a appelé notre architecture de produit. Mmh. Donc, globalement, hein, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était d'essayer de se redemander qu'est-ce qu'était notre définition d'un produit, qu'est-ce qu'était notre définition d'une fonctionnalité, qu'est-ce qu'était notre définition aussi d'une offre, Mmh. et quelle était la différence entre ces trois concepts et comment est-ce qu'en les combinant, bah, on pouvait arriver avec un packaging qui puisse être attirant pour nos clients. Donc c'est passé par pas mal d'analyses concurrentielles qu'on faisait, mais qu'on faisait à la feature, tu vois. Donc on était Ouais, ouais, très ouais. feature oriented, et ben là subitement, bah, ça nous a forcé à prendre Prendre du recul, énorme ouais. pas de recul et à nous demander comment est-ce qu'on pouvait plutôt faire des combinatoires de features qui étaient peut-être des choses qu'on n'avait jamais associées avant, mais parce que bah, on se rendait compte que chez nos concurrents, que parfois aussi dans des calls clients, tu vois, on a changé notre façon d'appeler des clients aussi. Mmh. Où avant, en fait, on était plutôt en réactif, on allait écouter des calls clients, mais sur un pitch qui avait été établi par le passé. Là, bah, on Ouais, a appelé en disant, qu'est-ce que tu aimerais entendre, c'est quoi tes problématiques. Enfin, tu vois, on a fait tomber complètement les barrières. Et ouais. ça, on a assez peu le réflexe de le faire. Et là, on s'est forcé à le faire pendant plusieurs mois pour essayer, en fait, de reposer des fondations qui soient différentes. Ouais, parce que en fait, c'est ce que tu l'as dit, c'est, quand tu es à ce genre de moment-là, tu as 2 possibilités, quoi. C'est soit tu prends les briques de l'un, les briques de l'autre et puis tu les assembles pour essayer de faire une somme, on va dire, quoi. Ou alors effectivement, tu te poses la question, c'est un sujet, éminemment du coup, stratégique parce que positionnement, parce que machin, de dire, en fait, c'est l'occasion de créer quelque chose de nouveau, qui pourrait avoir un impact, plutôt qu'une somme, exponentielle, quoi. Mais on le voit avec l'IA, en fait, on l'a vécu là. Soit tu prends de l'IA et puis tu en mets un peu dans ton produit et puis tu rajoutes une nouvelle fonctionnalité IA, ou alors tu te poses la question de dire, en fait, avec les technos actuels, pour, délivrer la proposition de valeur, comment est-ce qu'on ferait enfin, si on repartait de zéro, quoi, tu vois? Dans l'idéal, quoi. Exactement. Exactement. Bah, moi, j'ai trouvé que c'est des sujets qui sont intéressants, mais tu as beaucoup de mal à faire, en fait, quand tu es CMO. Ouais. Parce que, en fait, tu dois toujours trouver cette espèce de trade-off entre le temps très court et le temps long. Mmh, mmh, mmh. Et déjà, toi, tu dois le trouver dans ton quotidien entre, bah ouais, il faut que la semaine prochaine, le mois prochain, on ait signé X clients. Mmh. Et donc, bah là, en fait, tu es un petit peu plus dans l'immédiateté. Et après, tu as ce temps très long qui est hyper important, mais qui est en même temps bah, difficile à gérer parce que bah, déjà, tu sais pas si tu es en train de prendre la bonne direction, tu as un peu plus... Enfin, tu sais pas aussi comment le marché va évoluer d'ici là. Potentiellement aussi, surtout si là pour le coup, si c'est un exercice que tu fais en tant que CMO tout seul, là, pour moi c'est un peu différent, mais tu sais pas aussi comment l'équipe technique et produit va te suivre. Ouais. Là, nous, c'était un petit peu différent parce qu'en fait, on a été obligés de le faire, donc c'était plutôt pas mal. Mais c'est un exercice, en fait, quand tu es dans ton quotidien, qui est extrêmement difficile à lancer parce que ça implique de prendre, je sais pas, 50%, tu vois, du temps de tes product marketing managers euh, pendant lequel ils seront pas en train de travailler à tes objectifs de court terme. Ouais. Et donc ça demande c'est un petit acte de foi quand même. C'est clair. Mais du Euh, coup, alors en termes de méthode, de process, tu vois, tu l'as dit, vous avez pris un temps pour refaire des calls, un peu de découverte comme si tu lançais un nouveau produit. Au final, enfin, d'enquête, ouais, on va dire, un peu agnostique. Enfin, par quelles étapes vous êtes passé, quoi? Alors, on a globalement retravaillé les fiches de poste de nos product managers, de nos PMM, product OK. managers, en se disant, jusqu'à présent, en fait, ils avaient un rôle très enablement. Mmh. Et on s'est dit, bon, ok, on va continuer à le faire, bien sûr, parce que le but, c'est pas que subitement, en plus, tu as des problématiques de transfo, j'en parlais juste avant, donc le but, c'est pas subitement de complètement changer les façons de travailler des gens, parce que le but, c'était pas de lâcher les sales dans la nature tout seul, sans aucune aide, alors qu'ils avaient toujours été habitués à être accompagnés, donc on a Mmh. fait plutôt par étapes. Mais on s'est dit, bon, il y a à peu près 50% de votre temps, là, qu'on va réallouer à une dimension beaucoup plus stratégique de votre métier. Et donc Ouais. ça implique des écoutes clients. Mais encore une fois, on a retravaillé ce qu'on cherchait dans les écoutes clients, dans les écoutes de call. On a aussi fait des calls tout seul. Pareil, avec des questionnaires qu'on n'utilisait pas de cette façon-là avant,
pour reposer des questions sur les besoins fondamentaux du client. Mmh. Ça peut être parfois des exercices que tu fais quand tu redéfinis des personas ou des choses comme ça, Ouais. sauf que là, nous, donc une méthodologie qui est un petit peu similaire. La différence, c'est que nous, on avait une finalité qui était j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui est un produit, une offre, une fonctionnalité. Et donc on cherchait en fait cet exercice-là. Donc par exemple en disant, tu vois cette fonctionnalité, est-ce que c'est ça qui te ferait partir de chez nous par exemple? Mmh. Et donc là tout de suite, ça t'aide à savoir si cette fonctionnalité elle est primaire ou elle est secondaire. Ça t'aide aussi à identifier, à classifier les fonctionnalités qui font venir un client chez toi, Mmh. ou à l'inverse une fonctionnalité qui fait partir un client. Mmh. OK, parce que c'est pas du tout en fait, c'est probablement pas les mêmes. En tout cas, nous, on s'est rendu compte de ça, que les fonctionnalités qui nous permettaient de signer des nouveaux clients étaient pas du tout les mêmes que celles qui nous permettaient de garder notre Ouais. portefeuille de clients existants. Donc, tout ça, on a commencé à le classifier et ça nous a aidé aussi à nous donner un petit framework de ce à quoi pourraient ressembler nos offres. Puisque quand tu as un client qui te dit, ça, en fait, c'est même pas une question, il me faut cette fonctionnalité. En revanche, comme je l'ai partout, c'est pas ça qui fera que je J'achète, paierai ouais. plus cher chez toi, par exemple. Mmh. Ça te donne des réponses qui sont quand même assez intéressantes sur la structuration de tes offres. Donc, Ouais. donc en fait, on a commencé à poser ces questions-là. Autre chose qu'on a fait, alors ça c'était très spécifique chez nous, mais c'est qu'on a aussi beaucoup appelé nos partenaires, OK. des gens dans l'écosystème, parce que ça nous a aidé à avoir des versions parfois un petit peu moins édulcorées de la façon dont notre produit était vendu et perçu sur le marché. Parce que parfois ton client, il a Il est intérêt gentil. en Ouais. fait, Mmh. Mmh. voilà, il est gentil, il a pas forcément envie de trop te rentrer dedans parce que par ailleurs il est content. T'as pas trop envie qu'il se pose beaucoup trop de questions sur pourquoi est-ce que t'es mieux que ton concurrent parce que t'as pas envie qu'il aille regarder trop fort ton concurrent. Donc Ouais. donc voilà, donc il y a des questions que t'as plus de mal à poser. Donc le fait de passer par des partenaires ou des gens qui sont sur le marché par ailleurs, ça peut aider. Mmh. Voilà, c'est un bon réflexe à avoir. Et donc après ça, tu sors de là avec une espèce de grosse étude de marché en fait, clients et concurrents. Et puis à côté de ça, on a mis ça en regard en fait avec nos product managers, avec nos fameuses matrices de passage dont je te parlais, Mmh. où on savait qu'a priori la vision c'était d'avoir une fonctionnalité qui ressemblerait à ça, qui serait donc du coup un petit peu différente par rapport à avant pour telle et telle raison. Donc ça nous a déjà fait une petite base qui nous a permis en fait de classifier des lignes de produits. Et donc de mieux identifier par groupement de valeurs, donc quelle est la valeur que t'apporte l'ensemble de ces, je sais pas, 10 fonctionnalités, et ça te donne en fait un groupement. OK? Ce qu'il Mmh. faut savoir, c'est que nous, dans le paiement, on a un seul produit, on a plein de fonctionnalités, tu pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités dans un produit, mais par contre, tu es capable assez facilement de classifier de les classifier par en Mmh. gros, nous, on a fait ça par à peu près 6 grandes catégories de valeurs, OK. et ça nous a donné en fait, ça nous a permis d'être un petit peu plus clair sur ce qu'apportaient les fonctionnalités. Et donc ça nous a aussi aidé à construire des offres à partir de là. Après, il y a plein de formats qui peuvent être un petit peu différents selon si tu as plusieurs produits, si tu peux avoir des produits qui se combinent ou pas, Ouais. si ton objectif c'est de vendre une suite de produits uniques. Enfin voilà, donc ça peut être un petit peu différent. Nous, ce qu'on voulait aussi, on avait une contrainte qu'on s'était donnée personnellement, c'était on avait envie de pouvoir imaginer ce que ça donnerait si on combinait notre produit avec d'autres. Tout à l'heure, je OK. parlais de partenaires. Mmh. Dans notre secteur, il se trouve que on est au milieu d'un Ouais, écosystème, d'une chaîne de paiement, voilà, d'une chaîne mmh. Mmh. d'outils, parce que tu as ton CMS, tu as ton logiciel de gestion de stock, éventuellement tu as ton logiciel d'expédition, ta gestion des retours, etc., etc. Donc en fait, il y a aussi la question de savoir comment est-ce que toi, ton produit ou ta ligne de produit, elle peut se combiner ou en tout cas être rendue compréhensible dans un contexte où tu es intégré par API chez quelqu'un d'autre. Et Ouais. donc ça c'était une contrainte supplémentaire qu'on a voulu se donner, mais ça nous donnait aussi un petit peu. En fait, on s'est créé comme une brique de Lego. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. On parlait de fondation, de comment est-ce que t'empiles les choses. On s'est demandé en fait quel était le moyen le plus solide possible pour qu'ensuite on puisse mettre énormément de briques de Lego supplémentaires. Et bon, on ne savait pas à l'époque, mais ça nous a bien aidé aussi à amorcer un virage IA. Ouais. Parce qu'en fait, on avait créé une architecture qui permettait assez simplement ensuite de justifier le fait que tu rajoutes de la fonctionnalité d'OP à l'IA
sans pour autant que ça casse les fondements de ton positionnement. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien tombé, c'est-à-dire qu'on commençait à en parler un peu, tu vois, quand on a lancé le projet, mais ça a explosé vraiment un peu du jour au lendemain. Et là-dessus, bah, ça nous a confirmé qu'on n'avait pas trop mal travaillé, c'est qu'en fait, ça fonctionnait aussi dans le temps. C'est ça qu'il Ouais. faut se dire, hein, quand tu crées un produit comme ça, enfin, quand tu crées un projet comme ça, donc d'architecture, il faut que tu imagines que cette architecture-là, elle va pouvoir te porter dans les 5, 6, 10 prochaines années. Ouais. Même si c'est peut-être pas ce qui va se passer, en tout cas, il faut que tu l'imagines comme ça. C'est clair. Et au final, bon, c'est un gros chantier, mais tu l'as dit, l'enjeu de ce projet-là, surtout pour au final, pour les équipes marketing, c'est, c'est d'accompagner, les portefeuilles de clients existants. Enfin, le changement, il est presque facile à mener vers l'extérieur parce que les nouveaux clients, après tout, enfin les nouveaux prospects, bon, bah, tu leur présentes, la nouvelle offre, comme elle est construite, tes nouvelles propositions de valeur et puis le changement, il se fait assez naturellement, plus facilement en tout cas. Hem, Côté client, il faut, heu, il faut gérer cette transition, cette migration, présenter potentiellement de la nouvelle valeur. Il y a des nouvelles offres tarifaires aussi qui peuvent être alignées sur un nouveau produit qui va proposer d'autres choses, enfin des évolutions ou des fonctionnalités additionnelles. Ça, c'est super stratégique parce qu'effectivement, bah, enfin, bon, bref, il y a plein de risques qui sont associés. Euh, Comment vous avez géré cette évolution, peut-être rapidement déjà avec la communication vers l'extérieur, et puis après par rapport à la base existante? Ouais. Euh, alors effectivement, quand tu faire ce travail-là de recherche, finalement, c'est presque le plus facile. Ouais. Parce que tu crées ton modèle, tu crées des jolies cases, c'est super bien aligné, c'est satisfaisant, Enfin, sur le tu as un papier, tout slide deck, marche, hein. c'est beau, quoi. Ensuite, le vrai travail, il commence au moment où il faut lever en fait toutes les résistances possibles, d'abord au sein de l'organisation, et ensuite tu vas faire le même exercice face à ton marché, à tes clients ou à tes futurs clients. Euh, je vais prendre un instant pour te parler de l'interne parce que je pense qu'en fait, en tant que leader marketing, Ouais, c'est quelque chose que moi j'avais sous-estimé ok. et qui a pris plus de temps que prévu. Et ensuite, après, si tu le travailles bien en interne, si tu as de l'alignement en interne, c'est beaucoup plus facile d'aller sur l'externe. Donc, je pense que c'est important de prendre un instant là-dessus. Clairement. Euh, le rôle de product marketing, c'est un truc que beaucoup de gens te diront, ça peut déjà être à plein d'endroits dans l'orga. Mhm. Ça peut être au produit, ça peut être au marketing. Parfois, c'est même dans des équipes strat. C'est des fiches de poste qui peuvent tout et rien dire. C'est un peu comme les RevOps, tu vois, selon les Mhm. organisations, c'est pas du tout les mêmes métiers. Et en plus, nous, il se trouvait que le fait de travailler sur ce projet-là a changé quand même pas mal, en fait, hein, le boulot des product Ouais. marketing managers. Donc, on a quand même aussi dû travailler à faire comprendre en interne quel était ce nouveau rôle et comment est-ce qu'on avait travaillé ce nouveau produit. Pourquoi je dis ça? Déjà parce que tu peux avoir un peu de résistance côté produit. Parce que bah, le repackaging, ça peut parfois donner cette sensation que tu dépossèdes tes product managers Mhm. de la dimension un peu plus strat de leur travail. Donc il faut passer un petit peu de temps aussi à les rassurer Ouais. sur le fait que bah, tu vois, les nouveaux groupements de fonctionnalités, c'est hyper important qu'ils travaillent ensemble, qu'ils les considèrent comme un ensemble parce que ça va aider ensuite les commerciaux à mieux les vendre. Et donc, ça peut lever de la friction sur le fait que tes product managers te disent, bah attends, je t'ai sorti ta feature, ça fait 6 mois que tu me tannes avec, tu l'as pas vendue. Mhm. Des choses un peu classiques hein, qui peuvent Ouais. arriver en interne. Donc en fait, ce travail-là, on a essayé nous de travailler à ça en disant, bah attends, tu vas voir, ça va nous aider à faire ça. Et on a eu plutôt de la chance, hein, c'est qu'on a eu un CPTO qui nous a suivis au début, qui était un peu en attente, on va dire, en tout cas dans le démarrage du projet, puis qui ensuite nous a dit, ok, bah très bien, je vais réorganiser les équipes par vertical produit. Ok. Et donc ça nous a quand même beaucoup aidé, parce que si ton organisation, elle suit la façon Mhm. dont tu conçois ton produit, bah bien sûr, C'est plus ça fluide. facilite un petit peu les Mhm. choses. Ensuite, en temps 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux commerciaux
c'est pareil, on changeait complètement leur façon de pitcher, donc ça peut te mettre un peu à risque. Faire un petit peu des tests avec nous. Dans ces cas-là, hein, tu prends les gens qui sont un peu plus prescripteurs et puis tu travailles avec eux pour qu'ils aillent faire des tests sur les produits. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand ils allaient pitcher la nouvelle architecture sur des gros appels d'offres, ils allaient beaucoup plus loin dans les process d'appels d'offres. OK. Donc ils se faisaient sortir potentiellement. Enfin, soit ils signaient, là c'était la fête, mais ou de manière générale, en moyenne, ils allaient beaucoup plus loin dans les réponses à appels d'offres. Et donc, on s'est servi d'eux un peu en exemple aussi auprès des clients, enfin des personnes en charge du portefeuille client. De leur dire en fait, tu vois, le client A, on l'a signé avec tel truc, regarde, Ouais, ça regarde, ça fonctionne, marche, quoi. Ouais. ça marche, et c'est concret, c'est pas juste le marketing qui t'a montré un super beau slide deck, non, c'est en fait le client qui a signé la quote. Mmh. Ça aide quand même plutôt pas mal. Et ensuite, après, on a travaillé beaucoup sur identifier en fait les quelques fonctionnalités. Tout à l'heure, je te disais, c'est pas les mêmes fonctionnalités qui font que tes clients restent Ouais. ou que tes clients arrivent. Et donc, en fait, d'essayer de se demander comment est-ce que très rapidement, côté produit, tu vois, dans la séquencement de la roadmap, on sortait les fonctionnalités qui étaient très demandées par les clients très vite. Mmh. Et en fait, on se servait de ça comme trade-off pour essayer de pousser les clients à migrer vers le nouveau produit. Voilà. OK. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est... Alors, bien sûr, là, comme ça, c'est pareil, hein, ça paraît très aligné, c'est pas toujours si facile. Ouais. Ça prend du temps. Nous, le moment, en fait, où tout le monde s'est un petit peu détendu sur ces sujets-là, ça a été quand on a eu un calendrier qui était le plus clair possible. Et ça, c'est pas toujours facile, hein, parce que quand t'es dans Mmh. des logiques de développement continu, d'essayer d'aller le plus vite possible, t'as du mal à t'engager sur un timing parce que tu as envie de dire le plus vite possible. Sauf que ça peut Ouais. vouloir dire une semaine comme 6 mois. Donc, en fait, c'est pas entendable pour des équipes clients. Donc, en fait, on a quand même essayé de s'engager sur des plannings au maximum, de déblayer, en fait, au maximum l'inconnu. Et moins t'as d'inconnus, plus tu peux, avec confiance, venir voir tes clients et leur expliquer ce qui va se passer. Voilà. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a un petit peu de ça. C'est en fait essayer de baliser le chemin le plus possible, d'expliquer, de passer du temps pourquoi on fait, de vendre aussi des fonctionnalités qui apportent très vite de la valeur ajoutée et qui est visible. Parce que c'est Ouais. pareil, hein, encore de cloud versus ça. Voilà. Parfois, ta valeur ajoutée, elle est difficile à prouver. Donc là, on a essayé de se dire, bon, OK, là, celle-là, elle se voit, donc on va utiliser celle-là comme flagship. Et puis après, oser en parler. Il y a quelques boîtes dans la tech, je pense par exemple à PayPal qui a fait ça très bien, Ouais. qui a assumé en fait de faire un lancement de produit sur leur replatforming. OK. Et ils lui ont donné un nom, ils en ont fait un énorme événement, ils ont communiqué dans tous les sens là-dessus. Et en fait, je trouve que c'est assez malin, pourtant c'est pas très naturel, mais c'est assez malin d'en faire une très grosse campagne de communication parce que, en fait, ça te permet d'envoyer un signal qui est très fort au marché pour dire, ça y est, c'est fini. Et maintenant qu'en fait, on a ce nouveau produit, tout ce que vous reprochiez à l'ancien, on le met à C'est la fini. poubelle. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, même si c'est pas très intuitif de dire que tu vas faire tout un tintouin sur le fait que tu as passé X mois à faire de la transformation, en fait, autant en faire un élément de force et de positionnement. Ouais. Et donc, je trouve que c'est un très bon exemple à suivre. Ouais, mais c'est vrai que tu l'as dit un peu tout au long de la discussion, c'est quand même c'est délicat parce que tu vas, vendre ta nouvelle, valeur, vendre ce nouveau produit avec ces nouvelles offres, ce nouveau pricing. En même temps, pendant toute la période où tu es en train de faire ça, il faut quand même que tu vendes l'ancien. Enfin, et faut pas détruire la valeur de ce que tu as créé en communiquant trop vite non plus parce que, sinon, OK, moi je vous les achèterai quand vous aurez sorti le prochain. Exactement. Et puis les clients après tout actuels, attends, c'était si nul que ça, celui sur lequel on est, tu vois? Enfin, d'un autre côté, enfin, tu es obligé de ménager un peu tous ces enjeux-là, quoi. Ouais. Ça c'est effectivement, c'est un trade-off qui est compliqué à faire. Moi, j'aurais tendance à conseiller d'essayer au maximum de ne pas communiquer en externe tant que ton produit est pas quasiment sur étagère. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a changé le pitch, tu vois. En fait, quand on avait l'architecture, ça voulait pas dire que le produit était livré. Par Mmh. contre, on a commencé à changer le pitch. Donc, on a commencé, mais sans forcément en faire tout un Ouais. gros tintouin, mais en tout cas, on a commencé à raconter le produit différemment.
même si on vendait encore l'ancien. Mmh. Parce que, encore une fois, on a fait des combinatoires de choses qui existaient quand même dans notre produit initial, donc Ouais. on pouvait quand même vendre. Et on a essayé au maximum de, voilà, pas trop raconter tant qu'on n'était pas quasiment prêt. Ouais. Et après, on a eu une chance quand même majeure, c'est qu'une grosse partie de notre portefeuille en nombre, pas forcément en valeur, mais en nombre de clients, Ouais. c'est des clients en fait qui ne gèrent pas eux-mêmes leur intégration, c'est nous qui le faisons pour eux. OK. Donc en fait, il y a eu aussi une partie de notre portefeuille où bien sûr il y avait un changement possible d'offre. Ouais. En revanche, il n'y avait pas de migration technique à L'impact faire, technique, puisque ouais. c'était Mmh. nous qui la faisions. Donc déjà ça nous a enlevé quand même quelques petites angoisses nocturnes, tu vois. Ouais. Parce qu'on s'est dit, en fait, c'est nous qui allons appuyer sur le bouton, et en fait, c'est juste qu'au jour J+1, en fait, peut-être que son portail, son back-office sera un petit peu différent, peut-être qu'il aura accès à des fonctionnalités différentes, mais en fait, moi, je pourrais juste lui dire, regarde, j'ai redécoré pendant la nuit, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. Bah, tu vois, moi, je viens de passer là-dessus sur un logiciel, effectivement, c'était ça, quoi, ils ont tout retravaillé, ils ont communiqué dessus pendant plusieurs semaines. Là, on a reçu des mails: «Attention, ça arrive bientôt, il y a déjà des gens qui sont sur la bêta, et ça Ouais, fonctionne voilà. bien, et puis à tel jour, à partir de tel jour, vous aurez juste un petit bouton sur lequel appuyer, tout va se faire tout seul, pas de souci». Voilà. Puis souvent, Donc ils te mettent bon, bah, des petits modules de visite guidée, et puis en fait, ouais, tu t'en voilà. sors, quoi. Voilà. Bon, Donc, j'attends le renouvellement annuel, de l'abonnement, puis voilà. pour Donc voir, après, parce que c'est là, il y aura effectivement, peut-être c'est une les nouvelle périodes de communication, ouais. renouvellement, voilà. Donc après, ça dépend aussi vachement de ton modèle économique. Bah, Tu vois, ouais. c'est quand tu as des sujets d'engagement, de renouvellement, tu traites pas du tout les choses de la même façon. Nous, c'était pas notre cas. On était sur un business model sans engagement. OK. Donc en fait, tu payes, tu prends Tu payes à globalement un l'utilisation. pourcentage, voilà, tu payes à l'utilisation, et en fait, l'engagement, c'est plutôt le fait que comme tu as passé du temps à faire une intégration technique, Ouais, t'as pas forcément envie oui, d'en c'est faire ça, avec un tu vas autre, pas mais tout c'est refaire. Mmh. pas exactement la même chose. Mais effectivement, quand tu as des business avec des abonnements, je sais pas moi, annuels, les problématiques de renouvellement sont un petit peu différentes. Mmh. Et puis en plus, ça dure longtemps. Parce que C'est ça veut dire clair. qu'il faut que tu fasses par vague tous les mois quand tu as des badges de renouvellement, comment est-ce que tu les abordes. Ça, c'est vrai que là-dessus, on a eu plutôt de la chance. C'est jamais Et simple ces sujets-là, mais c'est intéressant parce non, mais que c'est clair. Bah, ça puis te c'est remet en fait face à la réalité aussi. Tu vois, toi en tant que marketeuse, ça te remet face à ton portefeuille client. Et dans un contexte comme le nôtre où ton enjeu c'est pas juste de faire de la croissance, mais c'est aussi d'avoir une croissance qui est saine, et donc mmh, de pas avoir de churn, de faire de la rétention au maximum sur tes clients, de les rentabiliser aussi le mieux possible. C'est le genre de questions que tu es obligé de te poser, même si ça prend du temps, même si ouais. parfois c'est des projets qui peuvent paraître titanesques. Je pense qu'il faut oser se lancer dedans. Mais ouais, et ça t'oblige à reprendre de la hauteur, et d'un autre côté, ça te remet aussi dans la position du marketing stratégique, dans l'entreprise, qui est pas juste là pour, faire des campagnes Google Ads, et puis générer des leads, quoi. Exactement. Mmh. Exactement. Et puis ça va au-delà, enfin tu vois, c'est souvent en fait quand tu as des problématiques de positionnement, tu les attaques par la brand. Ouais. Et là en fait, tu redéplaces encore un petit peu le curseur et tu reviens sur du produit, sur de la technique. Et c'est vrai que dans un secteur comme le nôtre, d'une part c'est indispensable, mais d'autre part c'est aussi hyper intéressant stratégiquement. Très cool, écoute, bah, merci beaucoup pour, ton retour d'expérience. Est-ce que, tu aurais pour j'allais dire conclure un petit peu cet échange, un conseil, une leçon, de ce que tu de ton passage au final par ce projet-là, quoi? Je dirais que, j'en parlais un tout petit peu, mais je vais réinsister là-dessus. Ce qui est très important, ce qu'il faut pas sous-estimer, c'est le caractère, transformant au sein de l'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends le projet que, d'un point de vue plus théorique, c'est-à-dire ce que je t'expliquais au début, tu vas faire Mmh. ton étude de marché, tu fais tes calls clients, tu sors avec ton slide deck, c'est super beau, c'est aligné, c'est satisfaisant. Tu as fait en fait à peine un tiers du travail. Le vrai boulot, il commence au moment où faut que tu embarques les équipes commerciales, les équipes portefeuille, les équipes produits aussi derrière toi. Mmh. Passer du temps à expliquer, à essayer de rendre le plus concret possible en fait ton livrable, c'est ça qui fera la différence. Il faut vraiment pas sous-estimer cette dimension-là. Tu vois, nous par exemple, on a mis les product marketing managers dans les appels d'offres. Et en fait, quand ils faisaient les réponses aux appels d'offres, ils avaient pour consigne, on va dire ça, de construire les réponses avec toute cette nouvelle architecture, même si Ouais. c'était pas encore disponible à ce moment-là, pour voir si ça passait. Et ça, OK. en fait,
c'était un peu contre-intuitif, ça nous donnait plutôt plus de travail, ça prenait du temps, c'était un truc où tu te dis parfois: «Mais c'est pas le rôle des PMM de répondre aux Mmh. appels d'offres, pourquoi ils font ça?» Enfin et en fait, pourtant, c'est quand même ça qui nous a permis, de passer, en fait, du modèle théorique à la Ouais, réalité du terrain et en fait, si on n'avait pas fait ça, on serait passé complètement à côté du projet. Il serait ouais, resté quelque part dans notre drive et ça aurait été jamais vraiment utilisé. Donc ça, c'est vraiment, faut pas lâcher en fait sur ça. Faut vraiment rendre concret, mettre au défi face au client ouais. et essayer de rentrer le plus possible. Faut aller dans la mine, quoi, comme on dit chez nous. OK, très cool. Et ben écoute, merci beaucoup, Flora pour ce partage, c'était super Merci intéressant. Axel. Si jamais il y a des petites questions pour toi, bon, bah, on peut te trouver au détour de LinkedIn, comme tous Exactement. les marketeurs, qui passent sur le podcast au final. Bah, écoute, c'était vraiment très sympa, et puis, bah, maintenant, moi, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Salut. Salut.